Depuis l'annonce de la refonte de la catégorie reine de l'endurance, le WEC a repris du poil de la bête et ça se traduit aujourd'hui par une liste d'engagés en hypercar qui est honnêtement ultra impressionnante. Le règlement hypercar a été mis en vigueur en 2021 puis a évolué pour avoir entre guillemets sa vraie première année en 2022 et on a eu une vraie flopée d'arrivées en 2023 et donc 2024 ça marque un peu un tournant dans la discipline globale avec la suppression de la catégorie LMP2 et le GTE pour avoir seulement hypercar et LMGT3. Et donc ce règlement technique fait les choses un peu différemment et il permet d'aller explorer des concepts assez différents pour pouvoir, pourquoi pas, jouer la gagne. C'est ce vers quoi s'est aventuré Peugeot pour revenir et tenter notamment de décrocher un 4e succès aux 24 heures du Mans. Mais évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que tout ne s'est pas passé comme prévu et on va voir pourquoi Peugeot a voulu partir sur ce concept sans aile arrière, les problèmes auxquels ils se sont confrontés et pourquoi ce n'est pas juste une question d'aileron arrière. La réglementation en catégorie hypercar au WEC est fondamentalement différente par rapport à la F1. Alors en Formule 1, tout au long des 180 pages et quelques du règlement technique, on limite techniquement ce que les ingénieurs peuvent faire. On met une boîte et dans cette boîte ils font ce qu'ils veulent mais la boîte elle se rétrécit au fur et à mesure. En WEC la réglementation est un petit peu à l'inverse, on limite beaucoup moins techniquement les ingénieurs, ils sont quand même limités évidemment, car en fait le plus important c'est que la voiture entre dans une fenêtre de performance qui est établie par la réglementation. La voiture doit générer tant de puissance, tant d'appui aérodynamique et tant de traînée aérodynamique. Alors pour caricaturer, on pourrait voir en course une hypercar à moteur et roue motrice avant se mêler avec une voiture à moteur en porte-à-faux arrière, comme sur une Porsche 911, à une voiture moteur central arrière, comme la Ferrari 499P, et tout le monde ferait la course et plus on est de fous, plus on rit. Alors tant que les voitures entrent dans la fenêtre de performance demandée au moment de leur homologation, ce n'est pas un problème. Bon, évidemment, la réalité est un petit peu plus complexe que ça, mais vraiment, c'est pour l'exemple. Après, il y a des designs qui vont mieux fonctionner que d'autres, car ils vont être plus faciles à exploiter et que malgré la fenêtre de performance respectée, on peut aller un petit peu plus loin dans les réglages de la voiture pour aller chercher encore un petit peu plus de performance. Bref, vous l'avez compris, en fait, on peut faire notre sauce tant qu'on est rentré dans les clous. Bon, rentrons un petit peu plus dans le détail de comment fonctionne cette Peugeot 9X8. Alors, vous l'avez remarqué, il manque un truc à l'arrière, il n'y a pas d'aile arrière sur la voiture. Alors, ça lui donne un look particulier qu'on peut aimer ou pas d'ailleurs. De mon côté, ça me fait un peu plus penser à une version de route entre guillemets que la vraie voiture de course, un peu comme la Nissan R390 de 98. Puis vous me connaissez, je salue toujours l'audace et l'originalité en règle générale, donc je trouve ça assez stylé. Alors lorsque Peugeot s'est engagé parmi les premiers en hypercar, c'était en 2019. Peugeot comptait arriver avec une voiture 4 roues motrices hybride pour continuer et prouver son savoir-faire dans l'électrification notamment. La 9X8 est une voiture à transmission intégrale, c'est-à-dire 4 roues motrices, d'où le fameux X dans Peugeot 9X8. Alors pour faire simple, les LMH, pas les LMDH, les LMH peuvent être équipés d'un moteur thermique et d'une partie hybride, donc un moteur électrique, un peu comme en Formule 1, sauf que au lieu de transmettre la puissance au sol par que les roues motrices arrière, on peut aussi le faire sur le train avant. Pardon ? En gros, les roues avant sont entraînées par la partie électrique à partir de 120 km/h et les roues motrices arrière sont tout le temps entraînées par le moteur à combustion interne. En vrai, sur le papier, c'est quand même une configuration très efficace. À ce moment, donc en 2019, la réglementation prévoyait que les LMH 4 roues motrices devaient être montés de 4 pneus de taille identique, à savoir 31 cm de large à l'avant comme à l'arrière. C'est pas forcément commun et c'est pas forcément ce que voulait Peugeot ou d'autres constructeurs, mais bon, on va y revenir, go. Ok, très bien, on commence à bosser chez Peugeot. Le fait d'avoir 4 roues de taille identique qui motrissent la voiture, ça se passe autant à l'avant qu'à l'arrière. Donc pour des questions de performance, d'équilibre,
on va avoir besoin d'avoir une voiture équilibrée à ce qu'on appelle 50-50. 50% du poids de la voiture se trouve à l'avant, 50% du poids se trouve à l'arrière, avec la disposition de tous les éléments dans la voiture, entre le moteur électrique, le moteur thermique, les 4 pneus identiques, etc. L'architecture de la voiture influence du coup le concept aérodynamique. Et on se retrouve à devoir avoir un centre de pression plus en avant par rapport à d'habitude. Je m'explique. Alors le centre de pression, ou de poussée pour être exact, c'est comme le centre de gravité, mais pour l'aérodynamisme. C'est la somme des forces que sont l'appui aéro dans notre cas. Si ton centre de pression est derrière ton centre de gravité de la voiture, bah ça va sous-virer. S'il est devant, ça va survirer. Et s'il est proche du centre de gravité de la voiture, c'est plutôt neutre. Alors l'architecture et donc surtout après les réglages aéro que tu vas faire permettent donc de bouger entre guillemets ce centre de pression pour avoir la meilleure balance aérodynamique. C'est de ça qu'on parle quand on règle les ailerons, etc. Alors mini exemple vite fait, voilà, histoire de le faire. On met un méga aileron à l'arrière de la voiture, rien du tout devant. Le centre de pression aérodynamique est plutôt à l'arrière car la majorité de l'appui est généré à l'arrière. Globalement, super motricité, arrière planté dans le sol, méga stable, tellement que en fait devant, il n'y a pas de charge sur les pneus avant, ou en tout cas pas suffisamment de charge, et donc du coup tu sous-vires. Tu vois un peu le truc? Alors dans le cas de la Peugeot 9X8, on a 4 roues identiques, avec du grip à exploiter, et donc on part sur un équilibre 50-50 pour maximiser l'adhérence au sol avec les pneus. Du coup pour l'aéro aussi, on a besoin de générer de la pression à l'avant de la voiture, ou alors ne plus trop en générer à l'arrière. Et hop, on peut faire sauter l'aile arrière qui, oui, génère de l'appui aéro, mais surtout devient un élément qui génère beaucoup de traînée aérodynamique. Et avec les longues lignes droites du Mans, si on peut s'en passer, faut pas s'en priver. Ça me sert à rien. L'appui aérodynamique sur la 9X8 est très largement généré par le dessous de la voiture vers son centre à peu près. On retrouve un splitter à l'avant, assez commun aux autres hypercars, assez normal entre guillemets, et à l'arrière on retrouve quelques petites dérives, ailettes ajustables, etc. comme le prévoit la réglementation. Ça vise surtout à stabiliser l'ensemble de la voiture, notamment sur les hautes vitesses. Alors sur le papier, la voiture, elle fonctionne, elle est pas mauvaise. À faible vitesse, on a peu d'aéro, donc on compte sur la transmission intégrale, les 4 roues motrices et du fait qu'on ait des différentiels à l'avant et à l'arrière, un frein moteur, etc. en tout genre pour pouvoir inscrire la voiture et aussi pour pouvoir toujours mieux sortir des virages. Et je vous rappelle, encore une fois, on a 4 pneus identiques aussi gros à l'avant qu'à l'arrière, donc faut maximiser cette utilisation et ce potentiel de grip. Alors sachant que le règlement autorisait le déclenchement de la motricité à l'avant et donc de faire une 4 roues motrices à partir de 120 km/h, via le système hybride de la voiture. 120 km/h, c'est presque plus trop un virage lent en vrai, mais on est quand même pas trop mal. Jusqu'ici, tout va bien. À moyenne vitesse, là, il n'y a pas de secret, il faut que le dessous de la voiture et l'aéro au global fonctionnent parfaitement, suffisamment fort pour pas décrocher. Jusqu'ici, tout va bien. Et à haute vitesse, en vrai, fusée, on n'a pas d'aile arrière, peu de traînée. Concrètement, on n'ira pas chercher les perfs des anciennes LMP1, mais avec le règlement tel quel et le concept de la voiture, etc., on fait au mieux. Jusqu'ici, tout va bien. En revanche, oui, 4 roues de taille identique sur la voiture, c'est pas forcément le meilleur moyen d'aller chercher de la performance avec une voiture de course comme une LMH. Et justement. En général, sur une voiture de course, les pneus avant sont plus fins que les pneus arrière, puisque dans la très grande majorité des cas, les roues motrices sont à l'arrière. Ok, pas de souci. Plus votre pneu est large, plus votre bande de roulement, qui est en contact avec la piste, est large, plus vous avez d'adhérence disponible entre guillemets, et plus vous pouvez passer de la puissance au sol, et plus vous avez de grip, etc. Alors à l'origine, Peugeot est allé demander à la FIA fin 2020, quand ils ont commencé à vraiment bien bosser sur leur voiture, pour savoir si c'était possible d'avoir une monte de pneus 29 cm de large à l'avant et 34 cm de large à l'arrière, même en 4 roues motrices. La FIA a donc statué et a interdit ce type de monte de pneus pour les LMH 4 roues motrices. Ah certainement pas, justement. Rendant donc obligatoire la monte de pneus avec 4 pneus identiques de 31 cm de large. Ok. Et là du coup c'était parti pour tenter de tirer le meilleur avantage comme on vient de le voir, ce que je viens de vous expliquer. C'est pas le concept avec 4 roues identiques qui est le meilleur de tous les autres concepts, mais avec la réglementation et 4 roues identiques, c'est peut-être ce qu'il y avait de mieux à faire. Et puis donc on arrive fin 2021, d'autres constructeurs ont demandé si finalement est-ce que c'était possible d'avoir cette fameuse monte de pneus 29-34, justement des pneus plus fins à l'avant, plus larges à l'arrière.
Et encore une fois, la FIA a statué. Vous sentez cette odeur? Et boum, en fait, les 29-34 ont été autorisés aussi pour les voitures à 4 roues motrices, tout comme une monte 31-31. Et donc avec cela, la FIA a rehaussé la vitesse minimale de déploiement de l'hybride sur le train avant des LMH, probablement pour être peut-être plus équitable envers les LMDH qui, eux, ont l'hybridation que à l'arrière. Et on a aussi abaissé le poids limite de la voiture de 1100 kg à 1040 kg, ce qui fait une sacrée cure d'amincissement à trouver. Je vous rappelle, 10 kg, c'est à peu près 3-4 dixièmes au tour en suivant de la longueur des tours, etc. Donc ça va très très vite là, fallait perdre 60 kg, c'est énorme. Putain, mais il y aurait chié dessus, ça aurait été plus respectueux. Sauf que fin 2021, Peugeot avait déjà engagé trop de travail pour faire un retour en arrière sur leur concept de voiture sans aile arrière et à la répartition 50-50 et avec les pneus 31-31. Là, ils étaient un petit peu marrons, donc en fait, quoi qu'il arrive, Peugeot avec sa 9X8 allait avoir un déficit de performance par rapport à ses concurrents quand ils allaient arriver justement en course. Alors ceci dit, attention, la Peugeot n'avait pas qu'un problème de performance pure, qui est assez visible, mais aussi pas mal de problèmes de fiabilité, notamment autour de la boîte de vitesse. Ils ont eu aussi des problèmes sur la pompe à essence, des problèmes de mise en température des gommes, parce que c'est pas simple de faire chauffer les 31-31, bref. Ça fait beaucoup là, non? Et puis ils ont eu des problèmes, quelques problèmes sur l'hybride, enfin bon. Ils ont récupéré pas mal de merde. Alors ça s'est amélioré quand même de course en course, de test en test, mais les Peugeot 93 et 94 ont souffert en 2022 et en 2023. Dans les jours qui arrivent, Peugeot va présenter donc l'évolution de la 9X8 à qui on a greffé une aile arrière. Si vous avez bien suivi tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas juste vissé un aileron tuning acheté sur GT2i en se disant que ça allait suffire. Écoutez bien, vous en avez 80 kilos là. Ça ne paraît pas, hein? Alors s'ils mettent une aile arrière, le centre de pression va être donc déplacé à l'arrière de la voiture. Ça veut dire qu'il faut revoir très certainement le dessin du fond plat et où l'appui est généré sous la voiture. Et donc si on modifie tout ça, ça veut très probablement dire que Peugeot passe à une monte de pneus 29-34 comme les autres. Mais ça sur les pneus, je suis pas encore certain au moment où j'enregistre. Ça veut aussi dire que le moteur électrique va peut-être devoir moins solliciter les pneus avant sur une relance en sortie de virage par exemple, ou faire pivoter la voiture avec le différentiel avant sur une entrée, car on n'a plus la même surface de bande de roulement, on a moins de surface de pneus en contact avec la piste à l'avant, donc potentiellement un petit peu moins de grip, donc va falloir revoir un petit peu tout ça. Et puis pareil, il va falloir aussi revoir la manière de faire interagir le moteur à combustion interne et le moteur hybride, donc va falloir bosser de ce côté-là, sur tout ce qui est software entre guillemets, donc attention, non. La V2 de la Peugeot 9X8, c'est pas juste une aile arrière et hop, ça fonctionne. S'ils sont performants d'entrée de jeu, ce sera une très bonne surprise, ce sera même inattendu, pour être tout à fait honnête. Mais si on voit pas forcément une amélioration nette, ce sera probablement normal puisque l'équipe doit encore comprendre et développer justement cette nouvelle 9X8 V2. Et pour être tout à fait honnête, ça me paraît plus probable et réaliste de se dire que on verra pas une grande différence de performance par rapport à avant. On verra bien, réponse à Imola le 21 avril. Alors je termine cette vidéo rapidement, on n'a pas parlé de la BOP, c'est aussi à prendre en compte évidemment pour Imola. À l'heure où je tourne, je sais pas encore quelle sera la BOP pour Peugeot, puisque encore une fois c'est une nouvelle voiture. Sera-t-elle avantagée ou pas ? On sait pas encore. On fera une vidéo à part entière sur la BOP, c'est un sujet qui est assez complexe, qui est assez difficile à comprendre en détail, etc. et qui mêle forcément sportif et un peu politique. Et qui malheureusement, si elle n'est pas bien faite, pourrit un peu le sport. Donc on en reparlera. Juste pour terminer sur Peugeot et cette V2, je sais pas si c'est le joker de homologuer une nouvelle voiture ou si c'est juste des améliorations qu'ils arrivent à faire passer en joker là-dessus. Donc ça, faudra attendre un petit peu, en tout cas à l'heure où je tourne. Je sais pas encore si c'est le cas ou pas. Bref, en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.